Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui vous plonge dans l'intimité des extra-humains. Ces athlètes de haut niveau, capables de performances incroyables. Alors moi je m'appelle Arnaud et je compte bien vous embarquer avec moi au cœur de ce monde méconnu. Comment vivent-ils? Comment aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment luttent-ils? Et je pense honnêtement qu'ils en ont des choses à nous dire. Alors je vous souhaite bonne écoute et n'oubliez pas de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Alors à travers cet épisode, j'ai eu l'occasion de rencontrer un retraité du cyclisme de haut niveau de 33 ans. De son besoin d'être canalisé étant jeune, à son éclosion au plus haut niveau, Lilian nous partage son parcours et ses valeurs. Un monde où la compétition a lieu à tous les échelons et où ils sont très peu à être élus. Alors qu'à la chance, ou le talent, est donné de participer aux plus grandes courses du monde, aux plus grands tours, il faut se donner les moyens d'y exceller. Mais quand participer ne suffit pas, il faut savoir aller gagner. Peut-être pas tout gagner, mais au moins le maximum de ce que notre corps et notre esprit nous permettent. Alors, Lilian Calmejean a-t-il accompli ce dont il rêvait gamin? Je vous laisse le découvrir maintenant. Bonjour monsieur Lilian Calmejean, comment vas-tu? Salut Arnaud, ça va très très bien, comme un jeune retraité qui s'approche à faire les fêtes de fin d'année avec tous les excès possibles. Ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Bon, en tout cas, sache que c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ça fait un petit moment que je suis ton parcours, étant originaire du même coin que toi. Le vélo, le monde du vélo m'intrigue. Je le connais qu'à distance, en fait, comme beaucoup de monde en tant que spectateur sur le Tour, sur les séries Netflix et autres. Et dans l'absolu, j'aurais tellement de questions à te poser qu'il va falloir que je me concentre uniquement sur la manière dont tu as vécu ta carrière, dont tu vis ta reconversion et quel est l'avenir, voilà, ce que tu aimerais faire dans les années futures ou dans les mois futurs. Mais avant toute chose, je te laisse la main pour que tu puisses te présenter. Alors on va essayer de faire court. Lilian Calmejean, né à Albi, j'habite toujours à Albi, même si j'ai un petit peu bourlingué, notamment en début de carrière, lorsque j'avais signé à la suite de mon diplôme que j'ai réussi à passer en école de commerce à Rodez. J'ai mis les études après ça, après cette licence en école de commerce de côté pour aller pleinement pratiquer la pratique du cyclisme et me donner une chance de passer pro. Donc j'ai atterri au Vendée qui est toujours encore la réserve de Total Energy, donc une équipe réserve qui a formé beaucoup de pros, les plus connus Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel et Brian Cocard notamment. Et de là, j'ai vécu un petit peu à Nantes. J'ai réussi à passer pro assez rapidement en rejoignant cette équipe. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, 10 ans chez les pros avec de beaux succès, notamment dans la première partie de ma carrière, 12 victoires chez les pros, notamment une étape sur le Tour de France, forcément, celle dont on se souvient le plus, et moi également. Et j'ai choisi de prendre et de terminer ma carrière fin 2024 dans l'équipe Intermarché Wanty après 10 ans et m'a donné maintenant à d'autres passions sur toujours beaucoup de pratiques sportives et aussi entamer un processus de reconversion, un poste de consultant à France TV, des contrats d'ambassadeur avec certaines marques et être en tout cas omniprésent toujours dans le sport. Alors un peu plus maintenant dans le trail, le triathlon que je découvre et encore le vélo. Donc bon, toujours les sports d'endurance. Je me suis pas mis au sprint ou à l'haltérophilie, mais ouais, en tout cas j'ai besoin encore d'avoir cette adrénaline et d'avoir cette pratique sportive parce que je suis vraiment mordu de sport et j'aime beaucoup me faire mal. Ouais. C'était ton cadre familial, justement? Le sport, le vélo, ou c'est venu tout seul, toi, de ton côté? Alors je viens d'une famille, on va dire de sociale plus banale, de classe moyenne, avec un papa qui a toujours fait quand même pas mal de sport, le rugby venant du sud-ouest. Puis bon, comme il était, on va dire, pas trop maillé, 65 kilos, 1,78 m, c'était pas trop le gabarit pour jouer au rugby. Donc il est parti faire du VTT avec les copains et tout, mais toujours bon, dans une pratique pas trop compétition. Donc j'ai pas été forcément bercé par la compétition. Donc moi aussi je me suis mis au rugby, mais forcément jusqu'à mes 12 ans. Mais après j'ai eu besoin d'un sport individuel pour me canaliser, mais j'ai toujours baigné dans le vélo par le biais des randonnées VTT, de loisirs, hein. Mais j'avais tellement, moi personnellement, alors que mon frère il est totalement différent,
J'avais tellement l'esprit de compétition depuis tout petit que j'ai eu besoin vraiment de faire de la compétition dès le plus jeune âge. Alors des sports collectifs, foot et rugby, et ensuite vélo à partir de 12 ans, où là de suite, sans être ultra performant, ça c'est une histoire voilà, qui est liée aussi à mon développement physique et à ma puberté tardive. Mais j'ai quand même été mordu et j'ai de suite accroché à la pratique du vélo, ça c'est sûr. Comment ça t'est venu l'idée de monter sur un vélo? C'est vrai que ça peut paraître étonnant quand on est jeune enfant, mais généralement, toi tu es né en 92 si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça? 92. Dans ces années-là, moi j'ai entraîné en plus, des gamins à l'époque, qui étaient nés en 90 au foot. On avait l'impression que tous les petits chez nous, dans le sud-ouest, ils s'orientent, principalement vers le foot, vers le rugby. Tu en as éventuellement quelques-uns au judo, mais après le reste, ça reste un peu à la marge. Mmh. Et toi, tu as pris une décision, à un moment donné, début d'adolescence, de partir sur du vélo. Comment ça t'est venu à l'idée? Je pense que ça m'est venu, bon, comme je le dis, d'avoir toujours fait un peu de vélo. Alors pas en compétition, mais d'avoir touché, toujours au vélo, toujours pris du plaisir. J'avais que des bons souvenirs liés au vélo. Pas forcément des souvenirs de souffrance, puisque c'était des randos VTT, des choses comme ça. Mais le fait d'avoir cette pratique-là, le vélo, c'est déjà, c'était dans un coin de ma tête pour matérialiser tout ça. Et le deuxième fait déclencheur, c'est que vraiment, en sport collectif, j'étais très, très compétiteur, presque, même pas presque, mauvais perdant. Et en rugby notamment, j'avais du mal quand un collègue il loupait un plaquage, je râlais beaucoup, j'étais tout le temps en train un peu de rouméguer comme on dit chez nous, ça c'est notre de notre langage, donc de râler, et j'avais, je pense, besoin de me canaliser sur un sport, plus individuel, ou en tout cas la performance elle était plus liée à moi, à ma résultante et à mes choix et à mon physique. Donc le vélo ça a tout de suite ça a bien marché pour moi, ouais. Et surtout j'avais une énergie débordante. Je dis pas qu'au rugby, c'est pas physique, mais dans les petites catégories, on joue des matchs de 15-20 minutes. Enfin, j'avais pas l'impression, après l'entraînement ou après un tournoi de rugby, d'être cramé. Et le vélo, je pense que là-dessus, ça m'a aidé à me canaliser vraiment, en minime. Quand on fait 40 km ou 45 km, on fait des sprints, des pancartes, une côte à fond. On rentre, on est déjà bien fatigué. Donc, moi, ça m'aidait sur le plan énergétique, quoi. D'accord, et comment s'est passée ta progression? Tu as senti de suite que tu avais des capacités? C'est venu au fil du temps? C'est ton abnégation, ton travail? C'est quoi qui t'a permis d'avancer? Ouais, mon histoire, elle est inspirante pour pas mal de gamins qui gagnent pas dès le début, parce que j'ai jamais rien lâché. J'ai su que j'avais des capacités, par exemple, sur des crosses du collège, les crosses UNSS, même sur des courses de vélo. Comme j'avais un bon cardio, on va dire, j'avais de suite des capacités, j'étais parmi les meilleurs. Mais sur les courses sur route, j'avais quand même des lacunes parce que j'ai eu la puberté très tard. Vraiment, j'ai grandi dans mes années, on va dire junior, donc 16, 17, 18 ans au lycée plutôt qu'au collège. Alors qu'il y a des garçons qui sont déjà en quatrième, troisième, très très grands. Moi, j'étais encore tout petit. Et du coup, sur les courses sur route, je manquais de puissance, j'avais vraiment du mal. Donc, schématiquement, sur des courses régionales, j'allais terminer à peu près 10, 15e, être plutôt dans ouais, de ce top 10, top 15, plutôt que d'être vraiment dans les 3, 4 premiers ou les 5 meilleurs. Et c'est à partir de junior que j'ai franchi les paliers. Donc la croissance m'a appris à développer mon physique et à développer mes résultats. Et sans cette résilience et cet esprit de compétition exacerbé que j'avais en moi, je pense que j'aurais très bien pu baisser les bras. Et en tout cas, j'ai commencé à penser pouvoir passer professionnel qu'à partir de mes années espoir 2, espoir 3. Donc c'est-à-dire ça correspond à l'âge de 20 ans, 21 ans. Oui, quand même, Oh, ça arrive tard. ah OK, ouais, ouais. ça Ah arrive ouais. tard, alors que maintenant, déjà en junior, les années juniors vont conditionner quand même beaucoup le futur, parce que dans le milieu du vélo, on détecte à partir de junior, on les fait passer soit directement chez les pros pour les plus grands prodiges, ou soit dans les équipes réserves comme la Conti FDJ, la Conti Décathlon, où déjà le coureur est rémunéré et au niveau continental. Donc, passer pro comme moi je l'ai fait à 22 ans et demi, enfin même 23 ans, ça va être de plus en plus rare, ouais. Et quand est-ce que tu as compris que tu voulais faire quelque chose dans le vélo? Ouais, disons que dans mes années, quand j'étais en école de commerce, j'étais encore à l'Occitane, je me souviens. Et bon, la première année, j'ai très bien marché. Et j'ai passé les paliers. On m'a mis à l'époque, on m'a un peu protégé. Je suis parti en deuxième catégorie. Alors, c'est l'équivalent de Open 1 maintenant. C'est une catégorie amateur où on jongle avec des courses un peu avec les cracks et des courses avec les moins bons. Bon, là-dessus, je sais pas que je me baladais, mais je gagnais quasiment tous les week-ends. C'était très facile. Et je suis passé première caté l'année d'après. Et là, de l'année d'après, en élite, j'étais pas mal, mais
Bon, pas de là à espérer passer pro, mais déjà j'étais pas mal. Mais ce qui m'a coupé, c'est que dans mon cursus d'école de commerce, je suis parti 3 mois en Angleterre en stage à l'étranger. Donc j'ai un peu coupé le vélo. Et quand je suis revenu la saison suivante, Espoir 3, j'ai vraiment commencé à gagner des courses et en élite, du coup au plus haut niveau amateur. Et là, je me suis dit, ah, quand même, ça coïncidait avec du coup la troisième année de mon école de commerce et la fin de ma licence. Je me suis dit quand même, ça vaut le coup après de valider cette licence et de quand même de faire une année où je fais que du vélo, puisque je m'entraînais, j'avais pas d'horaire aménagé, je m'entraînais comme je pouvais. Je faisais 1 heure d'entraîneur de 17 à 18 le soir, ensuite les devoirs. Je roulais, j'avais pas d'horaire aménagé, donc je roulais vraiment beaucoup d'entraîneurs. Quand les jours étaient plus longs, je faisais 2 3 heures le soir, mais voilà, c'était quand même pas la folie en termes de volume, quoi. Par rapport aux autres, dans cette catégorie, il faudrait rouler à peu près 20 000 annuels. Je roulais 12 000, quoi, 10 000. Donc 2 fois moins. Mais quand même, malgré ça, j'arrivais à faire des gros résultats. Donc, je vais dire que l'élément déclencheur, c'est cette année d'Espoir 3, là, à 20 ans, où je me dis quand même ça vaut le coup l'année suivante de tenter de faire que du vélo et de se consacrer pleinement à cette pratique pour essayer de passer pro. Il n'y a pas des filières de centres de formation et autres dans le vélo? Si? Si, si, ça Ah, existe. ça Ouais, ouais, existe. ça existe. Moi, à mon époque, c'était les Creps beaucoup, et ça existe toujours, Ouais, mais les bien sûr. Creps qui encadraient cette pratique avec des horaires aménagés. Après, bon, c'est pas pour toutes les écoles, c'est souvent des écoles pour des BTS ou des DUT. Moi, je voulais vraiment être sur une filière un peu plus élitiste et une école de commerce dans l'idée de faire même Subdeco ou HEC. Donc, niveau études, ça collait pas trop. Et ensuite, il y a aussi, ouais, forcément, on peut arrêter après le bac et intégrer des équipes réserves, hein, des espoirs première année. C'est ce qui se fait de manière plus courante, c'est ce qui se fait. Et si le coureur est vraiment très motivé pour en parallèle faire des études, il y a le CNED, il y a des cours à distance, hein. Valentin Madouas, qui est très très brillant chez les pros, et un diplôme d'ingénieur, il me semble. Il y est arrivé, il a fait encore les 2 premières années pro où il avait encore, c'était à cheval avec ce diplôme, il a réussi à l'avoir. Donc Dorian Godon aussi, l'actuel champion de France, a passé un diplôme de kiné sur 6 ou 7 ans au lieu de 4 ou 5 ans en Espagne à Gérone, et il est aussi diplômé kiné en étant professionnel. Donc tout est possible à qui le veut, comme j'ai envie de dire, mais moi dans mon cursus, pour reprendre ce qu'on a dit en préambule, à 19 ans, rien ne me destinait à être professionnel. J'étais bon, mais pas du tout au-delà à dire ce gars-là, il va être professionnel. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'avais privilégié la piste des études. Ouais. OK. Ouais, le déclic est arrivé tard, en fait, hein. Il arrivait tard. Ouais. Tu avais envie de quand sur les études là, tu m'as parlé donc d'HEC, Subdeco et autres, mais c'était quoi l'envie derrière? Tu avais un métier cible? Tu avais un secteur d'activité cible? Ou non, c'était faire des études, le max du max et après on verra? Non, j'aimais bien le commerce. Après, de fil en aiguille, en école de commerce, j'aimais bien le marketing, tous ces postes dans le marketing m'intéressaient beaucoup, mais le projet de base, à 19 ans, le rêve de gamin, entre guillemets, ou pas forcément le rêve, mais le projet, c'était ouvrir mon magasin de cycle et être vendeur de vélos. C'était vraiment mon délire, quoi. Aujourd'hui, je dis pas que c'est plus d'actualité à 100%, mais en tout cas, j'ai un de mes meilleurs potes qui fait ça. Je vois que ses journées, je vois la responsabilité que c'est et l'implication que ça demande avec une vie de famille, avec ce que j'ai fait là dans les 10 dernières années. C'est encore trop frais pour moi pour me projeter sur ce genre de vie-là. J'ai besoin aussi de temps libre et de profiter maintenant un peu de ma famille, puisque on en reviendra tout à l'heure lors du déroulé de ma carrière, mais être coureur pro, ça implique d'être environ 200-220 jours parti de la maison, donc les 3 quarts de l'année quasiment. Donc voilà, là je souffle un petit peu, je vis un peu plus de manière un peu plus tranquille entre guillemets, donc ça me va aussi très bien. Mais le projet de base, c'était ça. Ouais, finalement, c'est vrai que tu l'as découvert tard, mais est-ce qu'il y a pas des filières aujourd'hui, pour les cyclistes actuels? On sait que le monde évolue, toi, ça commence à le début de ta carrière commence à dater un peu. Est-ce Exactement. que de par l'arrivée de, bah, quand même d'un certain volume d'argent dans le monde du vélo, avec des formations qui mettent toujours plus d'argent, est-ce qu'il n'y a pas une détection des jeunes qui se fait de plus en plus tôt, avec une Ah professionnalisation oui, qui oui. se fait de plus en plus tôt? Ça, je pense que c'est une réalité et peut-être que toi aussi, le fait, d'avoir découvert l'environnement du vélo et en tout cas cette possibilité d'être pro le plus tardivement possible, en fait, t'a permis d'être, très, comment dire? Assez compétitif, Opérationnel rapidement de suite. ensuite, en fait Exactement. et de ne pas être écœuré par les milliers de kilomètres que tu aurais pu faire précédemment. Parce que je pense, c'est aussi une machine à broyer de faire autant de bornes, autant d'entraînement parce que c'est une activité qui nécessite beaucoup d'entraînement. Peut-être que d'autres en Bien ont sûr, moins spécifiquement, tu vois? bien sûr.
Là, c'est un vaste sujet que tu lances, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est important de le préciser. La société, elle évolue et les exigences, elles sont de plus en plus hautes. Donc forcément, dans tous les sports, quand même, ça se professionnalise. Si on parle aussi de rugby, il y a 30 ans, les mecs fumaient une clope, même pas. Il y a 10 ans ou 15 ans, les mecs Oui, fumaient oui, une clope après carrément. le match. Enfin, Oui. c'est des choses qu'on voit plus pour côtoyer un peu le rugby. Même en National 1 à Albi, c'est très très sérieux. Les mecs sont tous les jours à la muscu, tous les jours au camp d'entraînement, même en troisième division. Donc tous les sports évoluent. Le vélo, alors c'est vraiment l'antichambre un peu des expérimentations en termes de gains marginaux, puisqu'on fait de la tente hypoxique dès qu'on a même 18 ans et des juniors le font pour préparer un championnat de France ou un championnat du monde. Donc voilà, c'est quand même des trucs extrêmes. Moi, jamais de la vie, je me serais vu en junior acheter une tente hypoxique et faire de l'hypoxie. Donc ouais, ça évolue énormément, mais c'est à l'image aussi de la société et des exigences du sport de haut niveau. Ça, c'est clair et net. Donc, tu as été professionnel de 2016 à 2024. Tu as pris ta retraite, donc il y a maintenant 1 an. Ouais. Quelle est ta plus grande, ou quelles sont, allez, on va le mettre au pluriel, quelles sont tes plus grandes fiertés? Bon, c'est bateau, mais c'est la réalité, hein. Cocher la case de participer au Tour de France, c'est déjà énorme. Ça, c'est quelque chose quand même que quand on suit le vélo, quand on a fait du vélo, un gamin, c'est la course qui fait rêver, c'est la course qui nous anime quand même en tant que cycliste. C'est comme, je vais dire, quelqu'un qui fait de l'escrime, faire les JO, quoi. Ouais, tout à fait. Le truc pour lequel il va s'entraîner pendant 4 ans. Nous, le cycliste, c'est lorsqu'il passe pro, faire le Tour de France, on coche une case et après, forcément, il essaie une trace, porter le maillot à poids, et avoir gagné une étape. Ouais, j'ai coché des cases. Pour moi, en tout cas, par rapport à mon parcours et lorsque j'ai signé mon premier contrat pro, euh, mais j'allais dire en anglais mes expectations, mais mes attentes. euh, voilà, c'est aller un peu au-delà de mes espérances. C'est pas que je manque d'ambition, c'est juste la réalité. C'est par rapport à si dès que j'ai signé mon contrat pro, on m'a dit tu vas gagner une étape sur le tour, tu vas porter le maillot à poids, tu vas passer un color catégorie en tête, tu vas faire des belles échappées, etc., etc. J'aurais signé de suite. Donc ça, c'est quand même mon plus beau souvenir. Après, le souvenir aussi, voilà, enfin, la satisfaction d'avoir rencontré des gens aussi hyper, enfin, brillants en tout cas, des gens qui ont une cylindrée encore plus grosse que moi, même bien plus grosse que moi. Enfin, et de m'être nourri aussi de gens inspirants parce que le sport de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. Quand on est sportif de haut niveau, du premier au dernier, on n'est quand même pas fait du même métal. Il y a un moment donné où il faut se rendre compte que en termes de mental et de résilience et de sacrifice, hein, dans la vie de tous les jours et même demain sur le marché du travail, quelqu'un qui a fait une carrière de haut niveau, s'il a encore les crocs et qu'il est motivé, il est capable d'aller bien plus loin que quelqu'un de lambda parce que surtout le cyclisme, c'est dur, c'est un sport très difficile. Et c'est bien parce que tu m'as parlé de gamin. C'était quoi tes rêves quand tu étais gamin? Ça correspondait à ça un peu ou pas du tout? Ouais, un petit peu, oui, 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 j'aimais bien. On jouait au Tour de France. Je sais pas si t'as déjà fait ça, mais on mettait même des épingles à linge avec un carton dans les rayons pour que ça fasse du bruit, le bruit de moto, enfin des délires. On Ah, avait énorme. le maillot à poids, le maillot vert. Enfin, moi dans mon quartier, ouais, on jouait à ça. Alors, sans rêver de gagner sur le Tour de France, tout. Oui, je rêvais un peu du Tour de France. Je montais sur un vélo, je me disais si je fais un jour le Tour de France, c'est énorme. Mais voilà, après, en tant que compétiteur, comme j'étais pas un crack et mes parents sont quand même très prudents, j'ai des parents qui m'ont toujours dit l'important c'est plus de participer que de gagner. En fait, j'étais tellement moi compétiteur qu'ils me freinaient. Ils étaient plus en mode Lilian, arrête de chialer ou arrête d'être tranquille, c'est bien, 10e, c'est bien ça. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de compétition, compétition. Donc, même à l'école, le bulletin de notes, je m'en foutais de la note, mais juste, il fallait que quand on rende les copies, je sois dans les 3 premiers de la classe, tout le temps, tac, tac. Mmh. C'était vraiment. Je l'ai un peu perdu, même si je le suis toujours, puisque même là, comme hier, je fais un cyclocross, alors que j'ai plus rien à prouver ou plus rien à faire, mais j'aime la compétition, donc ça reste en moi. Et du coup, oui, oui, je rêvais quand même. Ça serait mentir de dire que je rêvais pas de faire le Tour de France. Ça, oui, ça c'est une réalité, ouais. T'es déjà posé la question de pourquoi t'avais ce besoin-là d'être compétiteur, de gagner, de... Là, tu me prends de court. Tu me prends de court, non, je sais C'était pas quoi? trop. C'est l'ego, c'est la Oui, volonté. Tu vois, de toute façon, dans le sport de haut niveau, à un moment donné, quoi qu'on en dise, il faut de l'ego. Tu n'as pas le choix.
Oui, après je pense qu'avec l'âge, et en apprenant sur les gens et sur les relations, on peut avoir de l'ego sans être dans la compétition. C'est aussi tout à fait ça va de pair, mais je pense que cet esprit de compétition, c'est quand même un petit peu, je dis pas que c'est génétique ou ça, mais on le développe très tôt. Je veux dire, j'ai des photos et j'ai des témoignages de mes parents, ne serait-ce qu'à 4 ou 5 ans. À 4 ans, je prends un exemple con, on a cette photo dans l'album photo de famille. Il y a le marathon d'Albi et il faisait la kids, enfin la course pour enfants et à partir de 4 ans, je crois qu'on peut la faire. Il y a c'est je sais pas moi, c'était 800 mètres à l'époque ou 500 mètres et déjà sur une photo, je suis 2e mais on voit sur mon visage que je veux croquer le premier. J'ai une détermination. Enfin et là maintenant en ayant une fille, en allant souvent à l'école de vélo, en étant un peu avec, les gamins, on arrive à voir les gamins qui ont plus envie d'être là pour le goûter, le verre de coca à la fin ou d'être là pour vraiment faire de la compète et tout et on sait pas comment l'expliquer, en fait, parce que des fois, c'est des gamins qui ont 6 ans, donc ils ont pas d'expérience de vie. Donc je pense qu'on l'a un peu en nous aussi. On le développe, mais on l'a un peu en nous. Donc je suis un peu né comme ça. Je suis un peu né compétiteur. En fait, moi, je l'explique pas, en tout cas. Ouais, c'est un peu ma vision des choses. OK. Ouais, c'est intéressant. Je voulais en parler justement de l'ego, tu vois? Ça m'est venu parce que je regarde depuis quelques années la série, Netflix aussi, sur le vélo et on se rend compte que oui, il y a des égos qui sont surdimensionnés, mais ça c'est aussi mis en parallèle, tu sais, avec la même série de Netflix également sur la Formule 1, Sur la où Formule on 1, ouais. voit des mecs, qui peuvent quasiment pas se blairer, qui sont prêts à tuer, leurs proches pour parvenir à avoir des résultats et c'est vrai que c'est marquant Mmh. et d'un autre côté, je me disais dans le vélo, comment est-ce que c'est pas compliqué à un moment donné d'avoir une telle envie de réussir et comment te dire? Et d'être au service de leaders. Parce que finalement des leaders, je prends l'exemple d'un Tour de France, il y en a peu de je sais pas combien il y a d'équipes sur le Tour, une dizaine, non? Peut-être plus? 20. 21 ouais, 21 ouais. Donc tu as 20 leaders et après ça veut dire que tu as beaucoup de coéquipiers justement, Mmh. d'équipiers qui, ben, usent de tout ce qu'ils ont à disposition pour satisfaire leurs leaders. Même s'il y a des étapes qui sont quand même fléchées pour les équipiers. Mais est-ce que à un moment donné, c'est pas aussi compliqué pour des gens qui ont cette envie, cette motivation-là, d'être au service de quelqu'un uniquement? Est-ce qu'il y a pas envie à un moment donné d'être calife à la place du calife? Si, 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 certainement, hein, même, ça, c'est une certitude. Après, je vais couper court le truc de manière rationnelle. C'est, le sport professionnel, notamment le vélo, c'est le monde de l'entreprise. C'est pas, le monde des bisounours, c'est pas on choisit d'attaquer, on se montre un peu pour sa grand-mère qui regarde la télé, c'est pas comme ça que ça marche. Concrètement, vraiment, c'est, il y a un briefing, on a un statut dans une équipe, il y a une hiérarchie à respecter et si on fait trop, du zèle ou qu'on fait pas bien le travail, on est un salarié, lambda, personne n'est irremplaçable. Demain, il y a un jeune qui pousse à la porte. Si on fait pas l'affaire, on n'a plus de travail. Donc il faut aussi quand même, se mettre au diapason des responsabilités qu'on va avoir et que va demander le chef d'entreprise, pour le coureur et il y a autre chose, c'est que c'est tellement, tellement dur et le niveau est tellement haut qu'on est vite à sa place. C'est comme si on part sur, la diagonale des fous du coup, puisqu'en trail, tu connais bien ce milieu. On a une cote ITRA à 650, ben tu sais que tu vas pas gagner, il y a pas de miracle ou alors tu es dans le plus grand jour de ta vie, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pareil, si on demande à Ouais, un ouais. équipier de gagner le Tour de France, non, ça va trop vite, c'est comme ça. Il y a aussi une hiérarchie, on se fait vite en fait dans le sport de haut niveau, on est vite à sa place, on voit bien que dans une bosse, on est comme ça alors que les mecs ils sont en train encore de parler. Bon, on sait très bien que si on veut rester dans ce milieu, il va falloir aussi, servir à quelque chose. Donc servir à quelque chose, ça va être rouler devant le peloton, aider, on fait comme on peut. Donc, sur le plan physique, plus sur le plan du caractère, très vite, en fait, on arrive à trouver sa place. Alors, le cas que tu as mentionné, ça va vraiment être plutôt pour des cas qui sont justement très très forts Mmh. Ouais, je et qui comprends. ont dans des grosses équipes des mecs un peu meilleurs et du coup ils doivent se mettre au service alors que eux ils auraient la possibilité de plus gagner, de plus se mettre en avant. Et à un moment donné, si on a un profil où on a vraiment beaucoup d'ego et beaucoup d'ambition, ça éclate un petit peu et vaut mieux des fois reculer d'un pas, c'est-à-dire aller dans une équipe un peu plus petite et être leader plutôt que d'être peut-être mieux payé ou dans une grande équipe, mais au service d'un autre. Ça, c'est le choix que font certains coureurs et on a des cas, concrets comme, Michal Kwiatkowski ou Pavel Sivakov qui sont d'excellents coureurs, mais qui eux ont fait le choix de se dire: «Moi, je suis bien en équipier». Ils sont dans les plus grandes équipes du monde en tant qu'équipier, alors qu'ils pourraient gagner des courses.
Donc il y a les deux cas. Il y a des cas qui justement se plaisent plus à avoir moins de pression, mais à faire un rôle et le job parfaitement. Parce qu'en fait, être leader, faut aussi, là je dis le mot leader, mais avoir des responsabilités, essayer de gagner des courses et tout, ça implique aussi d'avoir beaucoup de pression sur les épaules, la pression du staff, la pression des autres coureurs qui travaillent. Un coureur qui travaille pour un leader, si à la fin, à chaque fois, il fait huitième, 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 l'équipier, à un moment donné, il dit basta, je travaille, je mets toutes mes chances de côté pour quelqu'un qui fait tous les week-ends huitième, ça suffit quoi. Donc leader, c'est aussi être soumis à la critique, soumis sous le feu des projecteurs. Il faut savoir l'accepter. En tout cas, faut être. Moi, je l'ai vécu un petit peu chez Direct Energy. C'est quelque chose qui était très difficile. Alors, quand on est sur une très bonne spirale, ça va, mais quand on est sur une spirale un peu descendante, c'est très difficile. Donc, au final, s'exposer, il faut aussi être prêt pour ça. Ok. T'as eu qui comme leader, toi, à tes côtés, Mais durant ta carrière? quand j'ai commencé, j'avais Thomas Vauclair et Brian Cocker. Donc, c'était Vauclair, forcément, le leader emblématique et C'était le la belle époque en charisme. plus de Vaucleur, non? Ouais, plutôt sur la Ouais, fin, mais sur la encore la fin? belle Ok. époque quand même. Ouais, plutôt sur la fin. Et puis Brian Cocker qui lui était pleine bourre, qui gagnait, voilà, il gagnait 5 à 10 courses par an. Donc là, vraiment le sprinter leader, ça c'était vraiment ses meilleures années. Après, moi-même, comme j'ai gagné après Vuelta et Tour, j'ai été leader pendant, on va dire, 2 ans, vraiment leader. 2 ans, là, bon, 17 déjà, mais 18-19, on va dire 3 ans quasiment. Après 19, bon, je sortais d'une saison pas top. 2020, c'était le Covid, donc un peu compliqué. Je change d'équipe, je suis à G2R, du coup, je suis allé chez G2R ou dans un rôle plutôt avec des responsabilités, mais un rôle quand même un peu plus en dessous. Bon, ça a été 2 années un peu compliquées là-bas, des blessures, mes premières blessures en carrière, j'ai pas trouvé ma place dans l'effectif, donc ça a été dur. Puis après, j'ai fini ma carrière chez Intermarché avec quand même une notion de résultat, mais beaucoup plus une rôle d'apporter mon expérience et d'être coéquipier. Donc, au final, j'ai un peu tout vécu. Et oui, c'est sûr que, en tout cas, mes meilleures émotions, je les ai vécues aussi en tant que leader parce que ça coïncide avec de la gagne et que j'étais Ah ouais. gagneur. J'aimais vraiment ça. Mais par contre, j'ai aussi vécu mes pires downs, c'est-à-dire mes pires émotions, et mes pires trahisons et mes émotions mauvaises, on va dire. Le revers de la médaille, je l'ai vécu plus en leader qu'après, ça c'est D'accord. Et sûr. c'est quoi les trahisons? Quand tu dis des trahisons, c'est quoi? Non, mais les trahisons, ça va être que dans le sport de haut niveau, même dans le milieu de l'entreprise. Quand on est en haut de l'affiche, on a beaucoup de monde autour de soi en support, et dès qu'on est un peu plus en difficulté, on s'aperçoit qu'il reste plus grand monde à nos côtés. Et ça, c'est quand on a 23 ou 24 ans, c'est difficile à accepter. On n'avait pas bien compris les règles du jeu. En tout cas, moi, je les avais pas bien comprises. Si tout ça, ça m'était arrivé, genre j'avais fait 2 3 années normales, puis à 26 27 ans, j'aurais gagné les courses que j'avais gagnées quand j'avais 23 24 ans. Je pense, j'aurais pas fait la même carrière, mais je nourris pas de regrets de ça. Mais en tout cas, je pense que être leader, c'est pas forcément un rapport avec l'âge, mais ça implique de la maturité. Ouais. Ouais, Pour toi, ça va assez vite en fait. Tu signes ton contrat, du coup, tu passes professionnel. Tu te ouais. retrouves à faire le Tour de France quasiment Tour de d'Espagne suite. la première année, ouais. Tour Tour d'Espagne la d'Espagne, première année, où tu gagnes une étape. Après, tu fais exactement. le Tour de France et tu gagnes une étape aussi, Ouais, d'entrée. ouais, ouais. Ça change quoi déjà que ça arrive aussitôt, et ça change quoi dans ta manière de voir ton sport, de voir ton avenir? La victoire sur le Tour de Les France, tu 2, veux dire? ouais, les 2, Les deux? que ce soit la Volta ou le Tour. Ouais. Bah après, il y a une chose qui est frappante, et c'est une anecdote que j'aime bien raconter, dans le sens où la victoire sur le Tour d'Espagne et la victoire sur le Tour de France, sportivement, ça a quasiment la même valeur, même si le Tour de France, ça reste comme on dit, la petite dent en dessous, ou alors le petit cran au-dessus. Euh, les gens vraiment font une différence énorme entre ces deux victoires, dans le sens où lorsque j'avais gagné sur le Tour d'Espagne, il y avait eu quelques articles, et les gens localement, notamment Albi, bon voilà, me reconnaissaient un peu, disaient oh, c'est bien et tout. Et il y a des gens aussi qui posaient des questions, par exemple à ma mère: et votre fils alors, ouais, c'est un champion de cyclisme, mais qu'est-ce qu'il fait à côté? Il travaille et tout. Il y avait vraiment ce côté-là, quoi. Ce côté, c'est bien, mais bon, s'il faut, le gars, il en vit pas, quoi. Et lorsque j'ai gagné sur le Tour de France, là, on est passé à une dimension où j'étais vraiment reconnu, et presque j'étais milliardaire, quoi. Donc, c'est pour vraiment expliquer la différence dans l'opinion des gens dans le cyclisme entre une victoire sur le Giro ou la Vuelta et une victoire sur le Tour de France. Vraiment,
participer au Tour de France et remporter une étape sur le Tour de France, ouais, c'est le Graal. C'est quand même, bon, forcément, un titre de champion du monde, c'est largement supérieur, mais ça fait partie des plus belles victoires à avoir son palmarès, ça c'est sûr. Comment tu l'as vécu, toi, sur le finish, par exemple? Tu te dis, c'est bon, ça y est, les derniers kilomètres, comment tu les vis, en fait? Je vais pas les raconter pour toi. Non, non, mais c'était chaud parce que Tu il y en a qui crampais ou disent, je sais pas bah, quoi, c'est non? C'était ça, pas c'est ça. ça? Ouais. Il y en a qui disent que j'ai simulé pour l'histoire, mais non, non, mais ouais, j'ai crampé. Il faisait très très chaud. C'était une journée très très difficile, vraiment de moyenne montagne, très très difficile. Et ouais, ce jour-là, j'ai crampé. On n'était pas du tout sur les mêmes protocoles de nutrition et tout Mmh. qui se fait aujourd'hui. Alors Maintenant, tout le monde était à la même école, donc au final, c'était à peu près pareil. Mais et les ravitaux, il y avait souvent des groupes de contre et tout. C'était pas facile parce qu'il faut savoir que les voitures, pour s'intercaler derrière un groupe, il faut qu'il y ait au moins une minute d'écart. Et des fois, le groupe d'échappés, ce jour-là, on était 40. Il y avait un groupe de contre avec 7 mecs, un groupe de 7. Donc, il n'y avait pas souvent la voiture et j'ai dû manquer de ravitaux et de flotte, tout simplement, hein. Et ouais, à la fin, j'ai crampé. Donc, j'avais fait le plus dur. Et quand j'ai crampé, dans ma tête, ça s'est un peu bousculé. Je me suis dit qu'au final, mon écart de 30 secondes sur Robert Gesing, s'il faut, ça allait pas le faire. Donc, jusqu'à la flamme rouge, ça a été tendu. Après, quand j'ai réussi à, voilà, je sentais que la crampe était encore là. Mais quand j'ai réussi à, voilà, à bien tourner les cannes et à garder cette avance, le dernier kilomètre, j'ai vraiment pu savourer. Mais avant ça, j'avoue que j'ai eu quand même le retournement de situation. Il était dans ma tête et j'avais quand même les chocottes et j'étais pas serein, moi. Puis sur le Tour de France, il y a quand même aussi un facteur qui est déterminant. On a les oreillettes, mais on entend très peu les oreillettes. Il y a tellement de public. Il y a l'hélicoptère qui vole au-dessus de nous, les motos, le public qui crie dans nos oreilles. Donc on a très peu d'informations et le problème, c'est que quand on se retourne, on n'a pas le coureur de visu, même s'il est à 10 secondes, on ne sait pas si le coureur il arrive derrière. Il y a des motos, des voitures, enfin notre champ de vision il est très très restreint. Donc quand j'ai eu la crampe, vraiment, moi je me suis dit presque le gars il va arriver derrière, il va me contrer, c'est terminé quoi. Donc non, il y a eu du stress. Cette victoire, elle a été acquise dans la douleur et ça a été stressant jusqu'au bout. et une fois la ligne passée, il se passe quoi, là, alors, du coup? C'est ça y est, les médias, tout le monde qui te tombe dessus, c'est un peu comme ça que ça se passe? Ouais, c'est la machine à C'est laver. Le ça, Tour hein? de France, c'est Ouais. une machine à laver. C'est essorage à 1200 tours minute. Là, c'est vraiment comme ça qu'on le vit, le Tour de France. Et alors, quand on gagne, ça va très vite. Alors après, c'est pas que mes souvenirs sont flous, mais ça va tellement vite que c'est dur d'avoir des petits détails. Mais toujours est-il que je me suis souvenu que tout est allé trop vite et je m'étais juré que si, parce que j'en étais convaincu que j'allais regagner sur le Tour de France au moins une autre fois. Bon, ça l'a pas fait, mais que si ça arrivait, je profiterais plus. Parce qu'en fait, on n'a même pas le temps de juste répondre au téléphone et de dire bah, à ses parents, par exemple, qu'on les aime ou des petits trucs comme ça, mais qu'on aura envie, qui nous traversent la tête, mais on est trop pris le bras à droite, le bras à gauche, va ici, va là, il y a une télé, il y a une radio, et au final, c'est le job, mais ça gâche un peu le moment dans le sens où ça vient protocoliser un moment qui est en fait hors du temps et hors du commun et qu'on vivra peut-être qu'une fois dans sa carrière parce que, ok, il y a des coureurs qui gagnent plusieurs fois sur le tour, mais il y a aussi beaucoup de coureurs qui gagnent qu'une fois ou, bon, ou surtout jamais. Donc, quand on a la chance de le gagner, peut-être profiter un peu plus quand au massage, on a encore des interviews et qu'ensuite on va manger avec les gars, on a encore des caméras quand on mange pour la coupe de champagne et que presque jusqu'à ce qu'on mette les boules caisses ou qu'on ferme les yeux, on a encore une caméra. Peut-être qu'avec le recul, il y a certains trucs où j'aurais dit peut-être un peu plus non et j'aurais profité un peu plus en intimité. Mais bon, c'est le job, c'est comme ça aussi. On est dans une ère où l'image se vend aussi cher et les sponsors dans le vélo mettent beaucoup d'argent pour ça. Donc je me serais un peu protégé de certains trucs quand même. Je pense qu'avec de la bouteille, il y a des petits trucs que j'ai dit oui, que peut-être j'aurais été en mesure de dire non et ça serait très bien passé Tu aussi. l'impression qu'on t'a un peu volé? Non, non, pas jusque-là, mais en tout cas, on a des sollicitations, des fois, oui, qui bouffent un peu de l'énergie. Et puis, si on va plus loin sportivement, dans l'idée, moi, j'avais pris le maillot à poids ce jour-là. Le lendemain, il y avait une belle étape de montagne. Je dis pas que le maillot à poids, je l'aurais eu à Paris, mais si j'avais eu peut-être une meilleure récup, un peu moins de sollicitations et tout, il y avait la journée de repos qui arrivait 2 jours après, on aurait pu faire un pool média. Par exemple, si ça avait été mieux géré, peut-être que j'aurais mieux récupéré, j'aurais pu repartir en échappée le lendemain pour garder le maillot à poids. Enfin, c'est pas des regrets, mais c'est des trucs en fait que je me dis, ça c'était en 2017.
Aujourd'hui, en 2026, dans certaines équipes, il y a un peu plus d'opacité. Alors du coup, nous, en tant que maintenant téléspectateurs, on se dit ah fait chier, c'est fermé. Mais en tant que sportif, on se dit ah quand même, on reste un peu plus dans Pas la mal. bulle Ouais, course, c'est ouais. pas mal quand même quoi. Parce que bon, il faut aussi capitaliser quand on a des jambes de feu. On est sur le Tour de France, on gagne. Si il y a d'autres choses à aller chercher, il faut pas s'en priver quoi. Donc le vélo, c'est un sport quand même qui nécessite de forts volumes d'entraînement, pour en arriver là. Donc je sais pas, le tour au total, combien ça fait? 3 000 kilomètres, non? Quelque chose comme ça? Je Ouais, sais pas, à entre peu près? 3002 et 3005 quoi, Ouais, je putain. crois. Ouais. Donc sur 3 semaines, ce qui nécessite, bah, nécessairement de très forts volumes d'entraînement. Combien ça représentait à peu près pour toi, toute cette préparation qu'il y a avant les grands tours, la vie, finalement un peu quasi monacale que vous devez mener en termes de nutrition, en termes de récup, et autres. Donc on arrive derrière sur des sacrifices qui sont quand même importants. Quoi, c'était vécu comment tout ça par toi? Moi, je sépare deux trucs de manière distincte, c'est-à-dire l'entraînement, donc ça c'est s'habiller, prendre son vélo, rouler, et la partie numéro 2, c'est l'entraînement aussi, mais on va dire la récupération, donc c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, tous les à côté. Pour le premier, j'ai jamais eu un seul problème et tout, parce que je suis mordu de vélo et que m'entraîner, c'est vraiment la partie que j'aimais le plus. Et j'ai toujours fait presque plus que pas assez, même trop. Des fois, pas du surentraînement, mais des fois, ouais, presque je me suis un peu cramé la gueule parce que j'en faisais presque trop et que je pensais que faire une série de plus, c'était mieux, que faire à chaque fois 1 heure de plus, c'était mieux. Donc, c'est un mis bout à bout. Des fois, c'est ça qui fait qu'on est moins performant aussi. Alors qu'on pensait être plus performant en travaillant plus. Mais la deuxième partie, pour le coup, c'est un peu plus compliqué parce que ça rentre aussi dans l'intime, dans ses habitudes de vie. Et c'est aussi, parfois en déconnexion avec la société, avec la vie de sa famille, la vie d'un copain, tout ça, et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc cette partie, elle est un peu sur le long terme, elle est pour moi plus dure, elle a été plus dure à gérer, mais malgré le fait que j'y suis quand même bien arrivé. Des fois, je l'ai vécu un peu plus comme un sacrifice, en tout cas. Mais l'entraînement, vraiment, je dois dire voilà, chaque année, j'ai été quand même très peu blessé, un peu chez AG2R en 2021 et 2022, mais ma plus petite année, c'est 29 000 kilomètres, ma plus grosse 35, donc tous les ans, c'était 32 33 000 kilomètres. En temps, ça représente, je sais plus combien, mais c'est 1000 et quelques heures, je crois, un truc comme ça. Bon, ouais, en gros, le volume hebdomadaire, c'est minimum 18-20 heures et maximum 30 heures, mais c'était minimum 18-20 heures, ça, c'était la plus petite semaine. S'il y a une semaine de 18-20 heures, c'est vraiment tranquille. OK. Ouais, ça fait froid dans le dos autant de bornes, hein. Ouais, bah, après, bon, on est habitué, puis on les encaisse mieux. Mais plus on roule, mieux on l'encaisse. Mais oui, oui, c'est sûr qu'il faut. En tout cas, si on. C'est ce que je dis un peu maintenant que je fais les deux, que je fais à la fois de la course à pied et à la fois du vélo. C'est sûr que si on a un travail à côté, le vélo, c'est très chronophage. Pour avoir un niveau bien, on va dire, et progresser, j'estime vraiment, avec le recul et l'expérience que j'ai, j'estime une pratique entre 7 à 10 heures minimum par semaine. En dessous, 4-5 heures, c'est vraiment, comme on dit, pisser dans un violon. Ça sert à rien. Même en faisant de l'entraîneur du spécifique, on ne progressera pas sur le long terme. On peut avoir un niveau en vélo correct, mais sans plus. Alors qu'en course à pied, 5 heures déjà, enfin, coupe-moi si je dis des conneries, mais Oui, je trouve ouais, ça commence déjà. 5 heures, tu fais 60 bornes, 70 Ouais. bornes. Si tu fais de la route, en trail, bon, ça va te faire que 40 ou 50, mais déjà, tu arrives à avoir un niveau correct, Tout quoi. à fait. Mais c'est Julien Absalon qui me disait, tu vois, à l'issue de sa carrière, il me dit: «Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais moins de temps et pour avoir ma dose, c'était plus facile pour moi Ah de ouais, faire de la ah course à ouais. pied que de faire du vélo» et donc Ah finalement, bah, ben l'un oui, dans l'autre, je suis passé, sur la course à pied comme ça, même si à T'as côté, il fait quand même pas mal de la course vélo, à pied, la course à pied, t'en as pour ton argent, comme on dit. Tu fais 2 heures, tu rentres cramé. Le vélo, des fois, bon, ça va. Oui, oui, bien pour toi, ouais. Et ce que j'aimerais savoir, alors ne connaissant pas spécifiquement le monde du vélo, quand vous vous entraînez, exemple toi tu es sur Albi, c'est un programme que tu te fais toi-même, que tes entraîneurs de tes teams, te proposent? Ou c'est vraiment tu fais ce que tu veux quand tu n'es pas en stage avec ton équipe? Comment ça fonctionne un peu l'organisation d'une saison en fait? Ouais, ouais. Non, tout est planifié. Il y a un entraîneur. Alors, au début, dans mes premières années pro, il y avait quand même le choix, même si c'était
toléré mais pas très conseillé. Il y avait quand même le choix d'avoir un entraîneur externe, par exemple un entraîneur qui n'est pas salarié par l'équipe, hein. C'était possible. Maintenant, chaque équipe a son fonctionnement et veut garder le contrôle à 100% sur les coureurs, sur les planifications. Donc, c'est les entraîneurs de l'équipe D'accord, ok. qui entraînent les coureurs. Dans une équipe World Tour, les plus grosses, il va y avoir 7 à 8 entraîneurs, les plus petites 4. Donc, tout le monde a un entraîneur. Il y a une plateforme qui s'appelle Training Peaks ou voilà, il y a Mm. un Olio, tous ces trucs là. Ouais. Il y a une plateforme. C'est comme un intranet, hein, c'est-à-dire que après le fichier il arrive sur la plateforme, le coureur il met quelques commentaires, l'entraîneur il check de suite, il dit un peu la séance, il décortique un peu la séance, et toutes les séances sont planifiées sur cette application. Même des fois, on peut quasiment rentrer la séance dans le compteur. Donc là-dessus c'est facile. Derrière, il y a aussi le volet nutrition. Maintenant, les nutritionnistes regardent chaque séance pour envoyer le programme en temps réel, vraiment instantanément, pour savoir les grammes de glucides qu'on a mangé pour récupérer de la séance, le soir ce qu'on doit manger, etc., etc. Et le coureur sur les applications de nutrition doit aussi prendre le plus possible en photo ses assiettes et tout pour voir un peu ce qu'il y a à corriger ou pas dans les apports nutritionnels. Donc c'est Ok. vraiment Ah ouais, vraiment ça très va très très loin. pro. Ok. Ah ouais, Ah c'est oui, oui, hyper non, c'est pointu, vraiment hyper précis. c'est hyper pointu, ouais, c'est hyper dans les détails. Dans les détails. Après, sur un stage, le programme est un peu plus, on va dire qu'il y a 3 groupes de coureurs dans les équipes. Comme là, actuellement, toutes les équipes World Tour sont à Calpe, quasiment toutes. Il y en a à Majorque, mais tout à Calpe. Et dans ces équipes World Tour, là, les coureurs sont tous là. Donc, il y a 30 coureurs par équipe World Tour. En janvier, la saison va débuter en Australie, donc il y aura un peu moins de coureurs. Et il y en a d'autres qui seront déjà en altitude à Tenerife, par exemple. Donc, les groupes sont divisés. Mais là, en décembre, dans les équipes de 30, il y a 3 groupes, donc 3 groupes de 10 coureurs qui roulent. Les mecs roulent pas à 30, on roule pas à 30 un gros peloton, on roule 3 groupes de 10. Et ces groupes de 10 sont divisés par exemple un groupe classique, un groupe grand tour et un autre groupe qui va préparer, je sais pas, le début de saison ou autre chose. Donc il y a déjà D'accord. des mecs en décembre qui font plus d'intensité parce que eux, il faut qu'ils soient prêts fin janvier déjà pour le début de saison. Le groupe grand tour, peut-être, il va faire plus de la borne, du volume et après partir en altitude et être prêt plutôt pour Paris-Nice ou au mois de mars ou au mois d'avril. Et le groupe classique, qui lui, pareil, il doit être prêt en début de saison. Les classiques arrivent fin février, tout ça. Mais eux, ils vont faire plus du sprint, du plat, du lactique, d'autres choses. Donc vraiment, tout est planifié, tout est calibré. C'est très, très spécifique, ouais. Et à travers tout ça, tu voyais quand ta famille? Ben, au final, pas souvent en termes de jours, mais on a quand même beaucoup de temps parce que quand on est à la maison, c'est une journée où voilà, je partais rouler grosso modo s'il fait beau à 9 heures, comme une journée de travail. Et j'arrivais pour le plus tard, si on faisait 6 heures, à 14 heures, collation. Donc, je suis là après de l'après-midi jusqu'au soir. Donc, quand on est à la maison, même si on s'entraîne, on a quand même du temps libre. On est là, on se lève le matin et on se couche le soir à la maison. Par contre, c'est sûr qu'il y a des grosses absences. Il y a notamment les stages. Les stages, c'est tout le temps 2 semaines, voire 3 semaines pour ceux qui sont en altitude. Les courses, bon, à part le grand tour qui dure un mois, le reste, c'est tout le temps plutôt entre 4 jours et une semaine, si c'est une course d'une semaine. Donc, on rentre à la maison, mais ça s'enchaîne. Mais oui, il y a des absences prolongées, mais au final, la journée, elle est assez courte. On s'entraîne, je fais pas tous les jours 6 heures. Il y a beaucoup de journées où on fait 3 ou 4 heures quand on fait du spécifique. Donc au final, si je pars à 9, je rentre à midi, j'ai quand même du temps libre derrière. Donc quand on est là, on peut aussi quand même donner pour les siens. Par exemple, un rugbyman, il arrive au camp d'entraînement à 8h30 et il en ressort à 17h30. Alors ok, tous les matins, tous les soirs, il est là, mais au final, c'est aussi un peu quand on a des enfants en bas âge, au final, ils sont presque encore au dodo le matin et le soir, ils mangent et ils se couchent, donc on les voit très peu aussi. Mais par contre, le gars, il est là, il est absent que les week-ends. Que moi, en tant que cycliste, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'absences prolongées. Ouais. Cet aspect-là a eu un lien ou en tout cas ça a joué dans ta décision par rapport à la retraite, par rapport à ce souhait de mettre un terme à ta carrière? Parce que tu t'es marié il y a quelques années maintenant, tu as eu un enfant, tu vas en avoir un autre bientôt. Est-ce qu'à un moment donné, la balance familiale joue dans la décision d'arrêter? Ouais, 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 moi je dis elle rentre dans le choix. Pas, pour moi, c'est pas le facteur numéro un, si je dois être honnête. De manière assez égoïste, moi, ce qui a vraiment joué, c'est mon bien-être à moi et surtout, je suis quelqu'un qui a vraiment des valeurs très très fortes et surtout qui est, comment on dit, je suis intransigeant un peu avec mes choix dans le sens où
si je me fais une promesse, je dois la respecter. Si je fais une promesse aux gens, je dois la respecter. Là-dessus, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance à cette transparence-là. Et je m'étais toujours dit que quand je serais un peu moins performant ou que j'arriverais plus à gagner des courses, ça serait le moment de se poser les bonnes questions. Et ce moment-là, il est arrivé. Même si j'avais encore ma place parmi l'élite, puisque j'arrivais à faire bien mon taf, et même encore mon dernier Giro, j'ai porté 8 jours le maillot de meilleur grimpeur. J'étais à la deuxième journée de repos, 22e au classement général. Enfin, c'est tout à fait honnête. C'est loin d'être Complètement. énorme, mais c'est tout à fait honnête. Mais c'était plus l'épanouissement. Voilà, je subissais un peu trop en World Tour. C'était plus la place que je voulais. Moi, ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment de jouer la gagne, d'être dans ce rôle-là, sans non plus avoir des ambitions, voilà, de gagner des grandes courses. Je sais que c'était pas ma place non plus, mais en tout cas d'avoir cette euphorie-là. Et ça, je l'avais de moins en moins. En fait, Heu, de faire tous ces sacrifices dont on a parlé, ou en tout cas d'avoir ce mode de vie où tu vois plus ta famille lorsque tu en as une, où tu dors même plus avec ta femme puisque l'altitude a pris une place énorme. C'est-à-dire que même à la maison, j'étais en chambre hypoxique quasiment toute l'année. Donc au final, soit tu es en altitude, soit tu es à la maison en chambre hypoxique. Tu pèses tout ce que tu manges, tu fais beaucoup attention. Bon, j'ai toujours été bon vivant, j'ai toujours bien aimé ouvrir une bouteille de rouge, c'est compliqué. Enfin, ou en tout cas, ça implique un choix, si tu le fais de manière consciente, qui va être, préjudiciable sur ta performance. Donc il faut le faire vraiment, tu le fais avec un peu de culpabilité aussi. Donc au final, toutes ces choses-là, quand tu marches un peu moins, quand je dis tu marches un peu moins, c'est-à-dire quand tu fais moins de résultats, c'est plus dur, c'est plus dur. Quand tu fais tous ces sacrifices, mais que tu gagnes une étape sur Tour de France, tu t'en fiches. Ah, je comprends tout à fait. Ça a du sens, Ta ça a logique du est bonne, hein. sens. Ouais, ouais, complètement. Alors même s'il reste à la fin du mois l'aspect financier, que tu as un bon salaire et que tu sais que dans la vie de tous les jours, tu auras plus ce salaire-là, à un moment donné, tu peux plus te raccrocher à ces choses-là et tout. Il faut aussi que ton épanouissement, que tout ce que tu as mis en œuvre, parce que le corps est fatigué. C'est-à-dire que le corps de sportif d'endurance, il y a des émotions. Des fois, hormonalement, tu es un peu cramé chez toi, tu es un peu bougon, tu as des humeurs. Enfin, c'est quand même, il n'y a pas que de la, comment dire, de la dopamine et de Ouais, l'euphorie. Il y a ouais, pas que, complètement. il y a pas que ça. Il y a aussi des moments de down. Et voilà, moi, le principal élément déclencheur, la famille, ça n'est un dans, on va dire, dans les trois quatre éléments déclencheurs, mais le numéro un, c'est quand même, moi, ma baisse de performance, ou du moins de résultats, parce que mon profil physiologique, mes watts et tout, comme on dit, était plutôt le même, voire presque meilleur, mais ma baisse de performance en termes de résultats, moi, ça a été ça qui a été le plus déclencheur. Je OK. voulais pas, je voulais pas faire 2 3 ans de plus et terminer vraiment en mode: «Oh putain, mais Calmejean, il est collé, il a plus rien à faire chez les pros». Ça vraiment, je voulais pas faire ça. Il y en a qui vont jusqu'à 40 ans dans le peloton, là. Ça, c'est un sport quand même où tu en as Ouais, certains ils durent sacrément, les mecs, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Après pour aller jusqu'à 40 ans, faut quand même être performant aussi parce que les jeunes poussent, et une équipe qui fait confiance à un gars qui a 38 39 ans, c'est que vraiment il marche aussi fort. Mais oui, par contre après, lorsqu'on est avec un bon palmarès et tout, redescendre dans une équipe pro Conti, avec un salaire un peu en dessous et tout, c'est très facile et on peut y rester encore longtemps comme ça. Mais après il faut que ça donne du sens. Et moi, ce qui me faisait vibrer aussi, c'était de faire les plus grandes courses. Donc aller dans une plus petite équipe, ça m'allait pas trop. Enfin, moi, j'avais pas envie de me préparer pour faire le Tour du Limousin. J'avais envie de me préparer pour faire le Giro ou le Tour de France. Et dans mon idée encore d'idéal, gagner sur le Giro, je me raccrochais à ça parce que pour moi, gagner sur les trois grands tours, par rapport aux capacités physiques que j'avais, c'était le Graal absolu. C'était la meilleure trace que je pouvais laisser. C'est-à-dire, ça va faire peut-être faux modeste, mais c'est la réalité, je le pense. J'étais pas un coureur de classe mondiale. J'ai gagné 2 étapes sur les grands tours. Si j'avais réussi à gagner sur le Giro, il y a que 110 coureurs qui l'ont fait. Je rentrais un peu, entre guillemets, Mmh. dans le Ouais, je truc un vois. peu GOAT, sans être un GOAT. Donc pour moi, c'était énorme. Donc je me raccrochais à ça. OK, et est-ce que tu avais anticipé ta reconversion? Pas trop, trop. J'avais des idées, mais pas trop, trop. Non, j'avoue que en ce moment, un peu, c'est un sujet pour lequel je m'investis et dont je partage mon expérience avec, malheureusement beaucoup de retraités cette année, puisqu'il y a eu des équipes qui ont arrêté et tout. Il y a beaucoup de coureurs qui se retrouvent malgré eux, sur le carreau. Et avec le syndicat des coureurs et tout, on a fait des visios et on a un petit peu partagé nos expériences, notamment Mickaël Chirel qui est maintenant agent et moi-même. Et c'est vrai que, comme on disait, hein, quand on est, coureur, on est un peu dans un tunnel où on voit pas forcément, le bout du tunnel, mais
on regarde pas à droite et à gauche, c'est-à-dire que c'est tout droit. Et c'est difficile tellement on est impliqué dans le sport de haut niveau de se dire je vais faire ça ou je prépare en faisant des formations, etc., etc. Néanmoins, j'avais quand même des idées en ayant fait des études un peu avant et tout en tout cas des domaines pour lesquels j'avais envie d'y aller ou pas, même si je reste hyper ouvert et tout, mais ouais, j'avais quand même des petites idées. Donc tu as 2 volets dans ta reconversion en fait ou plusieurs? Je sais pas, tu as le volet Ouais. sportif où, tu t'es quand même bien mis dans le trail, mais même tu avais commencé le trail avant d'ailleurs, tu avais des Ouais, un petit peu, mais bon, je me faisais taper sur les doigts par les coachs. C'était ah très mal ouais, vu tu peux là. te blesser là, oui, oui, oui. Il faudrait faire un podcast là-dessus, mais c'est très mal vu la course à pied pour un cycliste professionnel. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de croyances et c'est très mal vu, alors que l'essentiel c'est juste de garder une pratique petite, mais une pratique tout au long de l'année pour pas avoir de courbatures, parce que c'est ça qui pose problème. Oui, oui, j'avais déjà commencé un tout petit peu juste avant. Trail, triathlon et à côté de ça, Ouais. ouais, il y a d'autres activités professionnelles, donc bah, notamment France Télé. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses, à côté? Bah, cette année, je profite encore d'avoir on va dire le cursus de haut niveau et le statut de sportif de haut niveau pour passer mon diplôme d'État bah, en vue de voilà d'encadrer des groupes, pourquoi pas, ou d'être directeur sportif aussi, pourquoi pas. Tu Enfin, cette envie-là quand même de rester non, dans le non, monde non, du milieu sur, c'est c'est pas l'envie de faire le, enfin, je vais faire le diplôme et l'envie, ça oui, mais l'envie dans un projet à court ou moyen terme d'être directeur sportif, non. Pour l'instant, je ferme la porte à cette vie-là parce qu'en fait, c'est la même vie que coureur cycliste sans avoir l'adrénaline. ouais. C'est-à-dire qu'on est Tu peux 200, manger ce que tu veux quand même et voilà, on tu peux est avoir la bouteille de vin peut-être, ou la bière, j'ai exact, pu voir des bières passer, ouais, hein? exactement. On est 200 jours par an parti, mais on est plus sur le vélo. Donc, pour l'instant, je suis trop encore sportif dans l'âme Ouais. pour aller dans ce choix de vie-là. Mais en tout cas, c'est un diplôme qui m'intéresse par les débouchés qu'il amène et aussi par les connaissances qu'il amène. Parce que aussi, même si je sais pas si j'ai le bon profil pour entraîner, même si je l'ai déjà un peu fait, j'ai toujours quand même aimé me prendre en main sur l'entraînement, conseiller, entraîner, donc d'avoir des aspects quand même un peu plus techniques là-dessus. J'ai mon expérience à moi, j'ai mon vécu, mais j'ai pas aussi toutes les notions scientifiques, donc d'avoir un peu plus de notions là-dessus, ça m'intéresse aussi. Donc ce diplôme va me servir quand même. Je sais pas comment, mais il va me servir. Et alors c'est quoi l'avenir de Lilian du coup? Bah là, cette année va ressembler un petit peu à l'année précédente, dans le sens où j'ai quelques jours avec France TV, même si avec la réduction du budget avec le service public, ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu pour moi. J'aurai moins de jours que prévu normalement, mais bon, j'aurai quand même cette casquette-là. Alors après, on verra où ça m'amène, mais je suis vraiment intéressé, puis ça me plaît de rester connecté au milieu du cyclisme par ce biais-là et j'aime parler de ce sport et apporter un éclairage un peu expert de ce sport. En tout cas, c'est un rôle qui me plaît. Donc, il y aura ce volet-là. Après, j'ai des marques, si je peux les citer, comme Alltrix, un gros groupe, Compressport, pour lesquels des fois j'ai des petits événements où je travaille. Bon, je serai normalement sur l'UTMB, alors j'aurai pas de dossard pour les courses les plus prestigieuses, mais normalement, il y aura la MCC le lundi, donc ça, c'est un format aussi qui peut être intéressant. Mais voilà, il y a ce volet-là sportif, un peu ambassadeur, et d'être avec les marques, et voilà, d'être sur des gros événements, aussi en tant qu'acteur, puisque je suis encore impliqué dans le sport, et le volet média. Donc ça sera, pour cette année, ça sera normalement à peu près ça. Après tant d'années de sportif de haut niveau, est-ce que c'est pas dur de faire le deuil de ce qu'on a vécu, que ce soit en termes d'adrénaline, de routine, je sais pas, l'esprit sportif, l'esprit coéquipier, toutes ces choses-là? Oui, il y a des, ouais, il y a des choses qui manquent, hein. C'est sûr, l'esprit de groupe, l'esprit de partir en stage ou de partir avec des copains sur une course, les briefings dans le bus, enfin, et de partir sur une course avec le couteau entre les dents ou une certaine motivation et surtout un certain enjeu parce que la compétition, je l'ai encore, je suis motivé, ça me fait rire de faire une compète, même un trail au saucisson ou une course au saucisson, enfin, c'est pas la question. Mais j'avoue que l'enjeu, même quand je gagne une course, un trail ou un petit trail ou hier un cyclocross, je passe la ligne d'arrivée. C'est pas que ça m'affecte pas, mais ça me fait pas grand-chose. J'avoue que j'aime faire de la compète parce que ça me permet d'avoir aussi des gars qui me font super mal et d'être challengé parce qu'à l'entraînement, je vais pas me faire aussi mal.
mais la notion de gagner et tout, je l'ai moins. J'ai moins ce plaisir-là que quand il y a de l'enjeu. C'est sûr que quand il y a de l'enjeu, si demain je suis au départ bien préparé de la Diagonale des Fous ou de l'UTMB, même si c'est du trail, que je suis pas professionnel, parce que j'ai pas cette prétention et je pense jamais en avoir le niveau, j'aurais, même si je vise par exemple, je sais pas, la 10e place ou la 15e place, j'aurais de l'adrénaline, c'est sûr, c'est un gros événement. Mais j'ai besoin du côté enjeu et gros événement pour me mettre un peu ce supplément d'âme. Quand c'est un peu plus petite course, bon, je suis content, je suis compétitif, mais j'ai moins cette adrénaline et ça me manque peut-être un peu, mais pas assez pour me rendre malheureux. Je suis quand même, même presque, je peux dire que je suis plus épanoui aujourd'hui que les 2, 3 dernières années chez les professionnels. Si on parle un peu de la vie de famille, tes proches, notamment ta femme, pensent quoi de ta reconversion finalement? Déjà, c'est quelque chose qui est pensé un petit peu aussi en famille quand même, surtout dans le mode de vie, comme je disais tout à l'heure, par exemple, directeur sportif, c'est pas que ma femme met le haut là, mais elle a aussi son mot à dire sur ce mode de vie-là, hein, puisque partir autant de temps alors que ça fait 10 ans que je le faisais, c'est un peu compliqué. J'ai aussi, pour Lou, pour ma première fille, elle est née quand j'étais encore en carrière. Enfin, donc, même si elle aura pas de souvenirs plus tard, j'ai quand même été pro jusqu'à qu'elle ait 2 ans et demi. Donc, elle a fait un peu de ma carrière. Et c'est vrai que tout ce qui est nuit, tout ce qui est complications, j'ai pas été trop présent. Donc, c'est sûr que moi aussi, c'est une volonté de ma part, mais dans mon couple, c'est quelque chose qui est important là, pour le deuxième enfant, d'être plus présent et d'être là, plus impliqué dans cette vie de famille. Mais en tout cas, en termes de soutien, d'être une famille équilibrée, d'avoir un socle, et d'avoir un foyer, c'est hyper important dans la reconversion. En carrière, on peut un peu voler seul si la même trame qu'on parle depuis tout à l'heure, quand on brille ou que ça marche, on est dans une bonne spirale. C'est les moments difficiles où il faut être fort, soutenu et d'avoir un foyer solide, ça c'est hyper important. Donc oui, oui, moi, ma femme, elle a été, je l'ai rencontrée mais d'ailleurs sur le Tour de France en 2017 et depuis on est ensemble. Donc elle a fait toute ma carrière professionnelle en tout cas, quasiment à mes côtés. Donc elle, elle était aux premières loges pour vivre mes moments de triomphe comme mes moments les plus tristes, on va dire. Donc ça, c'est un formidable soutien et elle sait quand même, elle connaît assez l'homme et l'athlète pour savoir que j'ai quand même un rapport au sport où le sport dans ma vie, il occupe une place très très importante encore aujourd'hui, même si j'en vis plus. Il y a une certaine addiction et j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Même quand je suis blessé, je me suis cassé récemment la clavicule. Au bout de 5 jours, même si j'ai mal, je suis quand même sur l'entraîneur, je suis quand même sur le vélo, alors que j'ai même pas de course à préparer. Mais j'ai besoin de ça pour mon équilibre, peut-être hormonal, pour mon équilibre psychique et mental. J'ai besoin de me dépenser, de faire cette dose de sport et d'être bien dans mon corps, sinon je me sens pas bien, quoi. J'en connais beaucoup, comme ça. T'es quel type de papa? Je sais pas. Il faudrait pas se poser la question à ma femme, mais non, après je suis un papa très bienveillant, après je suis un papa très joueur, des fois même trop, parce que j'aime bien chafouiner, taquiner, des fois peut-être je vais un peu trop loin là-dedans, mais non, non, Qu'est-ce que tu lui inculques après, alors à Lou? Comme valeur, comme envie? bah, celles qui me sont chères, hein, donc ça va être aussi d'avoir déjà la valeur numéro une, là on est d'accord avec ma femme, c'est d'avoir des enfants très polis. Là-dessus, on est super heureux de la tournure dont ça prend parce qu'on a vraiment une petite fille adorable là-dessus qui demande la permission pour tout. Et ça sera pas le cas quand elle aura 15 ou 16 ans, donc, ou même avant. Donc, non, là-dessus, d'avoir la politesse. Mais après, moi, je suis vachement attaché à des valeurs de méritocratie et je crois encore en ces valeurs-là en France. Alors, il y en a, ils vont dire, mais il est fou ce mec et tout, mais j'y crois que on peut s'élever socialement par l'école, par les études, on peut s'élever par le sport. Et moi, ça a été mon cas. Je vais pas dire que j'ai vécu en HLM et que c'était la galère, mais mes parents, ils sont à l'image de cette société. Ma mère, elle était fils d'agriculteur et mon père, il est pas parti, il est parti, il a arrêté l'école enfin, en quatrième, il est parti de mécano, il a fini chef d'atelier dans des concessions, puis après formateur et tout. Ma mère, ils se sont un peu élevés. Et moi, par le sport, je me suis élevé. Donc,
je crois que quand par la force du travail et par, beaucoup d'énergie, quand on croit un peu, en son destin et qu'on met des choses en place, on arrive à s'élever un petit peu. Donc ça, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi, de pas avoir, tout cuit. Alors Lou, elle est un peu plus dans une génération, ma fille, où, moi j'ai eu un socle, il y a un passé, les gens vont peut-être faire des comparaisons par rapport à ce que j'ai fait et ça sera des fois elle part peut-être avec un en tout cas, un socle un peu plus facile en termes matériels, en termes financiers, mais j'ai envie quand même de lui inculquer, et on lui inculque avec ma femme le fait de mériter les choses et le fait d'avoir un peu de frustration, parce que je pense que la nouvelle génération, et pour l'avoir vécu en fin de carrière avec des jeunes de 19-20 ans, c'est des générations qui ont très peu de frustration et qui, dès qu'ils en ont une, lâchent vite prise ou alors sont très très mis à mal par certaines frustrations. Donc, voilà, ça, je pense que la résilience, et le travail, c'est des valeurs que j'ai envie d'inculquer. Ouais. Pour terminer, je voulais juste te poser quelques petites questions nécessitant une réponse ou des réponses très succinctes, Lilian. Tac, tac. Tu peux mettre joker, hein. Tu peux me Ok. donner un joker parce que bon. T'es plutôt Pogacar ou Vingegaard? Non, Pogacar, ouais, Pogacar. Ton plat préféré? J'allais dire que c'était un dessert, mais maintenant je suis plus salé. J'adore les faire, donc la pizza, ouais, pizza faite maison ou bonne pizza napolitaine, mais ouais, pizza. Voilà. Voilà. Ok. Le coureur le plus énervant dans le peloton que t'aies connu? Nairo Quintana, sans hésitation, je crois. C'est le premier qui me vient à l'esprit, mais ouais, ça c'est le premier. Ouais. Manager qui t'est marqué? Qui était ton manager ou pas d'ailleurs? Ouais. Ouais, ils m'ont tous marqué, hein, plus ou moins. Après, ouais, si j'ai envie de mettre le petit curseur supplémentaire à la limite sur Vincent Lavenu, parce que là, son histoire récente est un peu, enfin, un peu, ouais, dramatique. Genre, bon, c'est un mot peut-être fort, mais triste en tout cas, parce que Ouais, bien sûr. c'est Ouais. quelqu'un qui a créé de toutes pièces une équipe, qui s'est investi, mais à 1000% dans un projet, qui s'est fait un peu sortir. Voilà, pas dans les règles de l'art et il mérite la lumière. Là, il reconstruit un petit projet et il a sa fille qui a un bon niveau chez les féminines et qui un jour, j'espère, fera peut-être le Tour de France féminine pour lui. Ça serait, je sais pas, si c'est une belle satisfaction, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le vélo et qui a une culture vélo énorme. Donc, ouais, Vincent Lavenu, c'est un personnage qui mérite d'être sous le feu des projecteurs. Ouais. Modèle, un exemple pour toi? En carrière cycliste, au début, j'en ai pas pris la pleine mesure, mais au fil de ma carrière, je me suis dit: «Mais ce mec-là, c'est vraiment une dinguerie», mais c'est vraiment, un gars qu'il faut s'inspirer, c'est Sylvain Chavanel. Mais vraiment, OK, une force physique, énorme, mais une gestion de carrière, 18 ans chez les pros avec, une résilience et surtout un détachement, sur son sport, toujours heureux, même s'il pleut, qu'il fait 0 degré, toujours content d'aller en course, de faire du vélo. Et en fait, on se rend compte que dans le sport de haut niveau et dans la vie en général, s'entourer de personnes positives, mais c'est tellement dur. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent négatifs ou aigris, beaucoup plus que tout le temps positifs. Et Sylvain Chavanel, je retiens ça de lui. Je l'ai jamais vu râler une seule seconde. Un mec hors norme, hors norme. En tout cas, merci Lilian. C'est un échange passionnant. Je sais pas si tu as des choses que tu aimerais rajouter, qu'on n'ait pas abordé ou quoi que ce soit. Non, pas vraiment. Après, ça peut être sur un sujet spécifique l'occasion de reparler d'autre chose, mais en tout cas, moi, avec mon recul et mon vécu, le parallèle entre c'est des sports d'endurance, mais le parallèle entre cyclisme et course à pied, je trouve il est super intéressant. Et les deux pratiques, je trouve aussi, sont complémentaires. Ça, c'est un peu, on va dire, le mot de la fin que j'ai envie de dire. Et même pour, je sais que des trailers ou des coureurs sur route, pour parler souvent des fois avec Nicolas Navarro et tout, le font, font aussi du vélo de route. Euh, je pense aussi que les cyclistes devraient aussi intégrer un peu plus, peut-être, pourquoi pas, de course à pied, parce qu'aussi, pour la petite anecdote, pour étayer mes propos, on faisait tous les ans, on fait des DEXA, même 2 par an et tout, pour la masse grasse et tout, et aussi pour la masse osseuse, enfin la densité osseuse. Et on s'aperçoit en fait que les cyclistes, ils sont hyper pauvres en densité osseuse et qui sont, comme c'est un sport porté, et que la course à pied, ça renforce énormément le squelette. Et moi, quand je faisais un peu de course à pied, j'ai toujours, notamment avec mon chien que j'ai depuis 7 ans et tout, je faisais toujours au moins par semaine un ou deux footing à jeun pour garder juste le rythme et l'impact.
et j'avais une meilleure densité osseuse que les autres grâce à ça. Donc, je pense que ce serait important de prendre conscience que les deux pratiques sont complémentaires et pour aller plus loin dans ce débat-là, sur le plan mental, d'avoir un peu 2 pratiques, ça fait aussi du bien à la tête. À un moment donné, quand on est pro ou qu'on est à bloc course à pied, de se dire: «Ah, je vais faire une sortie de vélo», on sort de son sport. C'est aussi une fenêtre de respiration et pareil pour un cycliste, se dire: «Ah, peut-être je vais aller faire un footing comme ça avec mon chien». C'est aussi une fenêtre de respiration donc là-dessus, je pense qu'il y a encore à évoluer, ouais, dans les mœurs, ouais. Et merci merci pour ce mot de la fin, en tout cas, Lilian. Avec Merci pour plaisir. l'échange, merci pour le moment qu'on a passé, ton parcours et les conseils aussi que tu as pu donner à travers cet épisode-là. Merci à toi. Merci. Et bien voilà, l'épisode est désormais terminé. J'espère que ces confidences vous auront montré la richesse et la complexité des chemins qui mènent à l'excellence, bien au-delà des victoires. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode, avec de nouveaux invités. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un avis sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Ce sera bien utile pour moi dans le cadre de ce projet, car n'oubliez pas que ce podcast n'est pas une profession, mais qu'il est avant tout une passion.